je vais passer Nathaniel pour la prochaine présentation. Merci. Donc, je vais passer au français pour présenter notre prochain orateur, qui est donc Christophe Balis, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc, Christophe Balis est de nationalité suisse et a commencé par des études en physique, puis une thèse sur les... Louder, please. Closer to the micro. Pardon? Plus, il faut que tu approches. I'm here. Alors, ok. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Non, pas trop. Pas trop. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Non, ça rapprocher, c'était bien un moment. D'accord, je vais manger le micro, comme ça. On verra. Voilà, donc Christophe Balis, je disais, donc il a commencé par des études en physique à l'EPFL, puis une thèse sur les bichalcogénures. Puis ensuite, il est passé par différents centres de recherche. Donc, j'ai noté notamment le NREL dans le Colorado, où il a travaillé sur les couches minces et les composés 3,5. Puis l'Institut Fraunhofer-Ise à Freiburg, où il a notamment coordonné une ligne de production pilote en silicium. Puis l'EMPA, l'Université de Neuchâtel, qui est devenue depuis le PFL, où il est aujourd'hui professeur ordinaire donc à l'EPFL et où il dirige le laboratoire de photovoltaïque et couches minces électroniques. J'ai vu qu'il était également directeur du CSEM PV Center, qui est un centre qui se focalise sur le transfert de technologies et le soutien à l'industrie. Il est aujourd'hui le co-auteur de plus de 520 articles scientifiques, de nombreux brevets. Il est notamment le lauréat du prix Becquerel 2016. Et donc, on vient tous d'apprendre qu'il va être aussi le prochain, si j'ai bien compris, président du comité Becquerel. Voilà, merci beaucoup et je vous donne la parole. Oui, bonjour Nathanaël, bonjour mesdames, messieurs, bonjour Joachim Luther. I was asked to speak in French, so I apologize, but I'm sure the translator will do a great job. On va parler français. Les 20 minutes que l'on m'a accordées, je remercie beaucoup les organisateurs de ce magnifique événement. Je vais essayer de toucher sur quelques aspects du photovoltaïque assez généraux et aussi sur vraiment les possibilités du photovoltaïque pour non seulement changer le monde, mais aussi nous apporter de nombreuses nouvelles applications potentielles. Voilà, donc les deux raisons pour lesquelles on développe le photovoltaïque sont d'une part le fait d'essayer de rendre notre système énergétique bon marché, mais durable, et puis bien sûr de lutter à grande échelle contre le réchauffement climatique. Comme vous le savez, il y a eu ces progrès extraordinaires des 30 dernières années qui font qu'aujourd'hui, on peut acheter du watt-peak de module standard pour quelque chose de l'ordre de 20 cents par watt-peak, sachant qu'en France, un watt-peak vous donne chaque année 1 kWh, et cela correspond à un prix extrêmement faible d'à peu près 50 € ou 40 € par mètre carré. Il est facile de faire le calcul et de réaliser qu'en investissant 45 € dans un module, on pourra produire, selon l'endroit, entre 6 000 et 12 000 kWh pour nos 30 ans. 12 000 kWh sera peut-être dans un pays très ensoleillé. Et si on fait un calcul simple pour la France, on réalise qu'entre importer un litre de pétrole ou importer un watt de panneau solaire, même si cela vient de l'Asie, ça sera à peu près 15 fois moins cher. Donc, la raison macroéconomique est déjà très claire aujourd'hui, le photovoltaïque est bon marché. C'est bon marché au point que, comme certains l'ont déjà mentionné dans les vidéos sur YouTube ou d'autres orateurs aujourd'hui, on a maintenant des appels d'offres dans les régions très ensoleillées pour du courant à parfois moins de 2 centimes le kilowattheure, ce qui en fait très clairement, et si on est capable de gérer l'électricité solaire, la source d'électricité la moins chère. Alors maintenant, il faut juste réaliser pour tous ceux qui sont présents quel est le défi qui attend véritablement l'humanité. J'aime bien remontrer ce graphe qui montre notre consommation énergétique annuelle en demande d'énergie primaire, soit de l'ordre de 162 000 TWh. Et on réalise que dans ce graphique, on a essentiellement des énergies fossiles à raison de 80%, de l'hydraulique ici en bleu, et les renouvelables supplémentaires à l'hydraulique qui sont en gros l'espoir de l'humanité pour décarboner. Donc le chemin qu'on doit faire dans les 20 ou 30 prochaines années, c'est de diviser ou de multiplier par un certain nombre tout ce que l'on fait dans le domaine du renouvelable, tout en sachant que sur ces graphiques de BP, il faut multiplier les énergies renouvelables par un facteur 3 pour avoir l'équivalent énergétique des énergies fossiles. Donc, c'est un petit aspect favorable.
Est-ce que c'est possible de le faire? Je vais essayer d'y répondre au travers de cette présentation. Est-ce que ça fait du sens de le faire? Alors, juste pour se rendre compte un peu des ordres de grandeur, on peut regarder différents scénarios. Ici, j'ai pris des scénarios de Christian Breyer qui comprend bien ces baisses de coûts du photovoltaïque, mais aussi des batteries, aussi de l'énergie éolienne, et qui fait des scénarios pour l'Europe, pour la planète. Et ces scénarios diffèrent bien sûr d'un endroit à l'autre de la planète, mais en gros, on voit que passer de notre système fossile à l'heure actuelle à un système renouvelable, quelles que soient les fractions choisies, impliqueront un accroissement énorme de la production d'électricité par l'énergie solaire, bien sûr un passage vers de la production, l'utilisation d'électricité massive dans les voitures, pour la chaleur, pour les réseaux de chauffage à distance avec des pompes à chaleur. Il y aura bien sûr du vent, de la biomasse et toujours de l'hydraulique, mais où les capacités d'augmentation sont bien sûr limitées. Et dans le cadre du photovoltaïque, Andreas Beth l'a aussi mentionné dans son interview YouTube, on parle d'au moins 25 à 40 terawatts de photovoltaïque d'ici 2050, ce qui fait une quantité assez importante. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'actuellement on produit chaque année à peu près 130 gigawatts de panneaux solaires. On va devoir faire en gros fois 10 à 12 pour être capable d'atteindre ces objectifs de décarbonisation. Donc, premier message, on va devoir faire x10 dans la production de panneaux solaires. Et à ce niveau, on peut remarquer que tous les scénarios qui sont donnés par les agences gouvernementales sont complètement timorés. En particulier, si vous regardez l'IRENA, qui est censé représenter les énergies renouvelables, il parle seulement de 8 terawatts à horizon 2050, et c'est un facteur 4 à 5 trop faible. Et combien ça coûterait de mettre tout ça en place? Pietro Altermat fait des très bonnes analyses de coûts, et on se rend compte que si l'on veut mettre en place 1,5 terawatts de production annuelle de panneaux solaires, avec les améliorations qui ont été faites dans la fabrication des lignes de production pour faire du polysilicium, pour faire les plaquettes de silicium, pour faire les cellules solaires, pour faire les modules, il faudra investir à peu près 180 milliards d'euros. Imaginons que l'on fait ça dans les 10 prochaines années, on devra investir chaque année 18 milliards par an pendant 10 ans pour contribuer de manière cruciale à la décarbonisation de la planète. Donc 18 milliards par année. Je rappelle juste que les dépenses militaires sont actuellement de l'ordre de 2000 milliards par année. Donc, j'appelle ça des peanuts. C'est tout à fait faisable. Et puis, bien sûr, si on parle de faire x10 dans la production de panneaux solaires, ça veut aussi dire que, comme Henri a commencé à le montrer, il y a encore beaucoup de place pour la recherche et pour l'innovation, car on est loin d'avoir atteint les limites de ce que le soleil peut nous offrir. Alors, pour les spécialistes des technologies, si vous essayez d'installer des panneaux solaires sur vos toits, on remarque que chaque année, les panneaux changent. Et là, j'ai juste pris l'exemple d'un panneau standard de 60 cellules avec des plaquettes de silicium qui font à peu près 156 x 156 mm. On voit que la puissance de ces modules augmente année après année, et c'est lié d'une part à l'amélioration des technologies et d'autre part à des changements de technologie, principalement au niveau de la fabrication de la cellule solaire. Et on réalise aussi qu'une fois que l'on aura fait le chemin qui consistait à aller d'un type de technologie jusqu'à des cellules à contact arrière, où le record du monde en silicium atteint 26,7%, on se rapprochera très dangereusement de la limite, on va dire physique, du silicium que l'on utilise pour les parcs ou les toits solaires, et sans concentration, cette limite est de 29,4%. Alors, il y a toute une jungle dans la manière de fabriquer des cellules solaires. Il y a des tas d'architectures de cellules solaires, il y a une cinquantaine, une soixantaine d'architectures possibles, mais actuellement, on peut dire que les architectures principales sont celles de la cellule solaire PERC, qui consiste en une plaquette de silicium qui est passivée avec du nitrure de silicium à l'avant, des lignes en argent pénètrent à l'intérieur de la zone dopée N, et à l'arrière, on a également un diélectrique qui passive la surface et des petites ouvertures qui permettent à l'aluminium de créer un dopage à l'arrière de la cellule solaire. Donc ça, c'est l'approche standard qui a remplacé l'approche aluminium back surface field que vous voyez ici. Et il y a d'autres approches très intéressantes, des approches comme celle TOPCon, popularisée par le Fraunhofer Institute, où on a des couches d'oxyde qui font que le contact métallique ne touche pas le silicium, qui permettent d'avoir plus de tension, ou encore des approches de type silicium à hétérojonction, où là, des couches très fines de silicium amorphe permettent aussi de faire en sorte que le métal ne touche pas la cellule et d'avoir des tensions plus élevées. Donc, chacune de ces technologies a des avantages et des inconvénients. Et bien sûr, la cellule ultime, record du monde,
est basée sur une cellule qui n'a plus aucun contact à l'avant et qui a tous les contacts à l'arrière. On appelle ça des structures à doigts interdigité, interdigitated back contact, solar cells. Le marché va très vite et on voit que le marché n'a jamais tort. En tout cas, on remarque qu'en quelques années, la technologie de silicium multicristallin avec ces cellules avec juste de l'aluminium sur toute la face arrière a été complètement remplacée par la technologie de type PERC avec des wafers monocristallins qui ont un potentiel d'efficacité plus élevé. Et on est dans cette situation en 2020 où on a à peu près 90% du marché qui est pris par le silicium cristallin, principalement monocristallin, avec dans la technologie PERC des lignes de production qui font des cellules entre 22 et 23%, les modules auront entre 20 et 21% de rendement, avec un record pour des cellules vraiment PERC de 23,7% de Q16. Il y a quelques gigawatts qui sont réservés pour ces technologies un peu plus avancées comme TOPCon ou hétérojonction, où des rendements de production dépassent maintenant le 23,5 voire 24%, avec des records au niveau des grandes cellules de 24,8% pour les cellules de type TOPCon et 25,1% pour les cellules de type hétérojonction. Il y a également des produits encore meilleurs en production, par exemple les cellules IBC de SunPower, qui utilisent aussi des contacts de type TOPCon. Alors, on voit deux choses ici. D'une part, que le marché peut changer très rapidement. On voit aussi qu'il n'y a qu'une partie pour les couches minces, mais quand même avec une compagnie qui a beaucoup de succès et qui, on va dire, est des compagnies les mieux valorisées dans le photovoltaïque, la compagnie First Solar, qui produit des couches minces sur la base de tellure de cadmium. Alors, la grande question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est propre tout ça et est-ce que ça peut vraiment sauver l'humanité? Et je pense que c'est l'occasion, lors de ce symposium, d'essayer de donner une réponse à ces questions. Alors, la première question, c'est sur l'origine des matières que l'on utilise pour faire les cellules solaires, principalement le silicium. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, comme dans tout secteur, il faut avoir des bonnes pratiques, mais il n'y a aucun problème à avoir la matière première pour faire autant de panneaux solaires qu'on le veut. Par contre, la question plus intéressante, c'est est-ce que cela peut vraiment décarboner le monde? Et cela implique, entre autres, d'avoir un temps de retour en énergie et un bilan CO2 lors de la fabrication qui soit acceptable. Alors, je vais vous montrer au travers de quelques exemples comment les progrès extraordinaires de la technologie et de l'industrialisation permettent de dire oui, c'est la solution aussi d'un point de vue des émissions de CO2 lors de la fabrication des panneaux solaires. Un des premiers exemples qui est important, c'est la manière de préparer le polysilicium. Cette matière de base, c'est un gaz que l'on va purifier qui contient du silicium. Et on est maintenant capable, dans l'étape la plus gourmande en énergie, c'est le procédé de recristallisation Siemens, de travailler dans des énormes réacteurs sur lesquels on va injecter le gaz. Un filament chaud de silicium va permettre de cristalliser ce gaz. Et on a réussi à augmenter la taille de ces réacteurs qui ont une surface froide. On a introduit des réflecteurs à l'intérieur de ces réacteurs. On a des filaments tubulaires qui augmentent la croissance et la nucléation en phase initiale de cristallisation. Et grâce à tout ça, on est maintenant capable d'utiliser moins de 45 kWh par kilo de silicium recristallisé contre à peu près 200 kWh en an 2000. Donc, 5 fois moins d'énergie pour fabriquer, en gros, votre polysilicium. Voilà, ça, c'est le résultat une fois qu'on a fait cette croissance de silicium. Donc, ça, c'est énorme en termes de gains énergétiques. Une autre évolution qui apparaît complètement inaperçue pour les non-spécialistes, c'est l'introduction du sciage. On scie des milliers de plaques en parallèle avec ce qu'on appelle le multi-wire sewing. C'est un fil qui passe près de 5000 fois, qui coupe 5000 plaquettes à la fois. Et en remplaçant le fil en acier et avec un mélange additionnel de petites particules de carbure de silicium, en remplaçant cela par des fils qui contiennent des microdiamants implantés dans la surface, on a été capable de faire en sorte qu'au lieu de perdre 200 microns de matière lorsqu'on scie une plaquette de silicium, on ne perd maintenant plus que 60 microns. Cela veut dire que pour le même prix de sciage, vous faites pratiquement 60% de plaquettes de silicium en plus. Donc, on économise du silicium, de nouveau, on économise de l'énergie. En plus des changements technologiques, cellules solaires PERC par exemple, on a changé la manière de fabriquer les interconnexions des modules pour à la fois économiser de l'argent, tout simplement en faisant plus de ces lignes, des grandes lignes de contact qui permettent l'interconnexion des cellules avec du cuivre, voire même en recouvrant légèrement les cellules les unes sur les autres, c'est ce qu'on appelle le tiling, et en mettant encore plus de ces bus bars, on est capable à la fois d'économiser de l'argent et de gagner du rendement pour que le rendement du module se rapproche
du rendement de la cellule, avec maintenant, par exemple, des grands modules de type PERC qui atteignent près de 21%, ce qui est tout à fait remarquable pour des produits mainstream. Tout ceci nous amène au fait qu'on est capable d'avoir en 2018, même maintenant 2020, une réduction de l'utilisation de silicium de l'ordre de 17 à 3 grammes par watt, avec beaucoup moins d'énergie grise dans ce silicium. Alors, si on fait ces calculs sur un coin de table, on va arriver à la conclusion que pour faire 1 watt de panneau solaire, il nous faudra quelque chose de l'ordre de 0,5 à 0,8 kWh. Donc, le temps de retour en énergie du panneau sera de l'ordre de 7 mois à 1 année, un système complet un peu plus longtemps. Et puis après, on peut regarder la production de CO2 pour faire ce module. Et ça dépend beaucoup de comment on fait le silicium, comment on fait le verre, quel est le mix énergétique du pays. Et on voit que les meilleurs carbon footprint pour des modules cristallins sont à quelque chose de l'ordre de 300 grammes par watt, ce qui vous donne sur une durée de vie un équivalent de l'ordre de 7 grammes de CO2 par kilowattheure. Et si on travaille avec le mix chinois d'électricité, on a un facteur pratiquement 2,5 à 3 fois plus haut, ce qui vous amener peut-être à 30 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, qui est en tous les cas nettement mieux que le charbon et le gaz. Maintenant, combien de CO2 est-ce qu'on peut se permettre d'émettre? Parce que si on veut vraiment faire 40 terawatts de photovoltaïque, ça va quand même faire pas mal de CO2. Il y a un site internet extraordinaire qui vous montre combien d'années on peut encore émettre du CO2 au rythme où on le fait actuellement. Et sur une base assez pessimiste ou optimiste de 42 gigatonnes par année, en fait, on a un peu plus avec l'agriculture et tout, on voit que pour rester dans un degré de 1,5 degré de réchauffement climatique, on n'a plus que 7 années à brûler notre CO2. Donc, inutile de dire que le scénario 1,5 degré est en fait déjà mort. Pour 25 ans, en 25 ans, on arriverait encore, au rythme actuel d'émissions de CO2, à rester dans un scénario à 2 degrés. Alors, imaginons qu'on a à peu près 1000 gigatonnes encore de CO2 qu'on peut émettre dans l'atmosphère. Si on fait le calcul avec les bonnes techniques de production actuelles pour le photovoltaïque, le vent et les batteries qui vont être les piliers de notre société future, 30 terawatts de photovoltaïque à 0,3 kg module Q-Cell, ça nous donne 9 gigatonnes de CO2. Si je prends de l'électricité mix chinois, ça sera plutôt 25 gigatonnes. Énergie éolienne, à peu près 5 gigatonnes de CO2, en mettant 10 terawatts, dans un scénario un peu plus agressif sur le vent que celui de Breyer. Et les batteries, aussi, il y a beaucoup de mensonges sur les batteries. On en a actuellement pour les bonnes pratiques à 60 kg de CO2 par kilowattheure. Il faudrait 12 gigatonnes. Donc, cette transition énergétique nécessiterait à peu près 25 gigatonnes d'émissions de CO2 aux 2,5% des 1000 gigatonnes qui nous restent à émettre. Donc, c'est totalement faisable et c'est encore mieux si on déploie ça rapidement parce que notre électricité sera plus décarbonée, donc tout ce bilan va encore s'améliorer. Donc, à un moment donné, on produira des panneaux solaires qui n'auront pratiquement plus aucun impact CO2. Voilà, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura fait tous ces progrès? Mais on va continuer à améliorer la technologie, mais à un moment donné, on va atteindre cette barrière qui est donnée par les propriétés intrinsèques du silicium et il faudra passer sur ce que nous avons vu tout à l'heure, à savoir des solutions alternatives ou complémentaires au silicium. Et actuellement, en termes de technologie qui pourrait avoir un coût acceptable, un rendement intéressant, c'est clair que le champion dans la course, c'est tout ce qui est lié aux cellules à perovskite, perovskite sur silicium, voire même perovskite sur perovskite ou perovskite sur perovskite sur perovskite, comme Henri l'a si bien montré juste avant moi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres matériaux potentiels et il est important de continuer la recherche et le développement sur des manières de mieux exploiter la lumière avec également d'autres types de semi-conducteurs, essentiellement visant d'avoir des semi-conducteurs qui se marient avec le silicium parce que ce sera la meilleure entrée sur le marché et parce que le silicium est en fait dans l'infrarouge, on va dire la cellule solaire quasiment idéale et déjà très très bon marché. Je ne vais pas parler de tout ça vu qu'Henri en a parlé. Alors maintenant, il y a tout plein de choses qu'on peut faire avec le photovoltaïque. Vous connaissez bien sûr les toitures solaires, vous connaissez les parcs solaires. Les dernières minutes, je vais faire un petit tour de ce que l'on peut encore faire avec le solaire. Alors, pour commencer, étant suisse, je vais commencer avec un produit suisse. Vous voyez cette magnifique montre, la Tissot T-Touch Solar Connect, que je porte également aujourd'hui. Cette montre intègre le plus beau cadran solaire du monde. Une cellule solaire en couche mince, sans aucun défaut, absolument parfaite, qui permettent à cette montre d'être à la fois connectée et d'avoir une autonomie importante. Donc, très joli produit pour vos cadeaux Noël, mais surtout, l'émergence du photovoltaïque pour l'Internet des objets va permettre
avoir, on va dire, des sources d'énergie portables et facilement distribuables. Après, avec le photovoltaïque, maintenant que le matériau de base, la cellule solaire, est bon marché, on peut s'amuser à faire toutes sortes d'applications. Et c'est ce que l'on fait à Neuchâtel en travaillant sur les matières, sur les polymères, sur les processus d'encapsulation pour un certain nombre d'applications originales. Par exemple, on voit de plus en plus de bateaux, de voitures, de camions qui veulent se faire recouvrir de cellules solaires. Et nous avons développé des solutions qui permettent à la fois fournir beaucoup d'énergie, qui sont incassables, qui résistent au Grand Nord. C'est le bateau d'Anne Kéméré qui s'est approché du pôle Nord. Ici, vous avez un de nos collègues dans l'Antarctique avec un canoë-kayak. Ici, le bateau de Raphaël Danjon qui a fait le tour du monde, à 90 tonnes, sans aucun problème avec le solaire. Tout ce qui est avion, drone, etc. Ça, c'est un des projets que l'on fait en Suisse, un avion qui va monter dans la stratosphère avec des modules hyper légers, type Solar Impulse, mais dans une version améliorée. Voilà. Donc, ça, c'était le premier saut en parachute solaire il y a quelques années. Donc, on peut faire infiniment de choses avec le solaire. Une autre entreprise suisse innovante, ici, DHP, qui vous fait des systèmes déployables que l'on peut mettre au-dessus des stations d'épuration, au-dessus des routes, etc. Maintenant, il y a une autre thématique, et je vais finir un peu avec ça, c'est cette sensibilité à l'esthétique et au patrimoine bâti. Certains pays sont très sensibles. Typiquement, la Suisse ne veut pas avoir des panneaux solaires comme cela. La Suisse préfère voir les panneaux solaires jolis et bien intégrés. On l'a vu avec le prix solaire noté par Gallus Cadeno dans les vidéos YouTube. Et il y a en Suisse et en Europe un nombre impressionnant de compagnies qui développent des solutions spéciales pour le photovoltaïque intégré au bâtiment. Et la chose intéressante, c'est que ces solutions spéciales trouvent aussi un usage local. Il est difficile de travailler, par exemple, avec des entreprises asiatiques pour des projets très spécifiques de photovoltaïque intégré au bâtiment. Et on peut faire de l'électricité à un prix tout à fait abordable, on la consomme beaucoup sur place et le potentiel est gigantesque. En Suisse, il permettrait de faire la transition énergétique. Même les façades suisses permettraient de couvrir près de 1/4 des besoins électriques de la Suisse dans une Suisse décarbonée. Alors, des solutions existent, une solution typique de toiture telle que développée par 3S. Plus de 12 000 systèmes ont déjà été installés en Suisse. Quand on rénove son toit, on ne pourrait plus passer au travers de ça. En 2014, nous avions amélioré tellement les cellules solaires dans l'infrarouge qu'on a réalisé qu'en fait, on pouvait même se passer de la lumière visible pour en faire des éléments de construction. Donc, à partir de 2014, au travers de notre plateforme de coating et de polymères, nous avons développé les premiers modules photovoltaïques blancs qui se passent de la partie visible du spectre, qui laisse quand même passer un peu de lumière. On arrive à atteindre 10 à 12 ou 13% de rendement, mais avec des matériaux qui deviennent des matériaux de construction. Alors, on a essayé de les vendre en 2016 au monsieur qui était, 2017, au monsieur qui était dans cette maison. Il n'a pas voulu nous recevoir, mais je pense que le suivant va être très sensible au fait que maintenant, on peut commencer à intégrer de mieux en mieux des éléments de construction blancs photovoltaïques. Et ça, c'est une des dernières réalisations, un bâtiment blanc intégralement photovoltaïque. Si on peut faire du blanc, on peut faire un certain nombre de couleurs. Quelques exemples de projets que l'on a fait en Suisse sur les toitures terracotta, toujours basés sur le silicium cristallin, qui est bon marché. Et voilà, des exemples de fermes rénovées, intégralement solaires, qui ont fait même la couverture de certaines revues. Et les gens aiment ça. Les gens ont envie de faire un toit. Ils sont prêts à mettre plus pour leur toit solaire, pour autant qu'il soit bien intégré dans un village comme ici, le village d'Auvergne, dans un village avec un caractère typique. Voilà. On peut aller sur des tuiles solaires. Ça, c'est un toit qui intègre une multitude, plus de 1000 tuiles solaires, plus encore des tuiles solaires. Alors ça, c'est la haute couture du photovoltaïque. Et pour ne rien vous cacher, c'est également mon toit. Alors là, je dois reconnaître que ce n'était pas le système le meilleur marché, mais ça montre qu'on peut faire quelque chose qui est joli avec le photovoltaïque. Voilà. Et si on va aller encore plus loin que ces magnifiques exemples de tuiles solaires, la question est, est-ce qu'on peut aller plus loin que donner des subsides, forcer les gens à mettre du photovoltaïque comme dans certaines lois, taxer les énergies non renouvelables? On peut essayer de sensibiliser les gens, faire en sorte qu'ils aient envie d'acheter du PV, envie d'en mettre par pression sociale, mais simplement parce que c'est beau. Et aussi, on peut essayer de les toucher. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire, au travers de ces dernières années, aussi des exemples pour faire rêver les gens avec le photovoltaïque. Et on l'a fait au travers de l'astuce suivante. Vu qu'on pouvait faire du photovoltaïque blanc, on était capable de développer ces images photovoltaïques à très haute résolution. Donc ça, c'est des panneaux solaires cristallins qui travaillent essentiellement dans l'infrarouge, de nouveau, mais qui ont une qualité architecturale extraordinaire. Alors ça, c'est une fenêtre maquillée derrière un panneau solaire.
Vous voyez ici une exposition que l'on a faite avec des photos du photographe Lionel Perret. Voilà, quelques exemples extraordinaires, je trouve, de panneaux photovoltaïques qui maintenant sont utilisés dans plusieurs projets pour des expositions au bord du lac, mais toujours avec une fonction productrice d'énergie. 100 kWh par mètre carré suffit pour rentabiliser ces panneaux et surtout sensibiliser les gens au potentiel. Et ça commence à se développer. On a des demandes pour faire des expositions. Les gens voient, ah mais le solaire, c'est dingue ce qu'on peut faire maintenant. Et petit à petit, on a même des privés qui commencent à nous demander des œuvres solaires pour la maison. Une maison privée à Neuchâtel ici, avec des œuvres d'art photovoltaïques. Et je terminerai avec cet exemple ici d'un fond de jardin qui a été étendu au travers de cette grande fresque murale photovoltaïque qui ouvre sur une sorte de château. Donc, notre but, c'est de faire rêver les gens qu'ils aient tous envie d'avoir du photovoltaïque, non seulement dans des grands parcs solaires, mais aussi sur leur maison, sur leur immeuble, dans leur jardin. Voilà, avec ça, je vais terminer en vous disant que j'espère vous avoir convaincu qu'on peut à la fois décarboniser le monde et que le photovoltaïque va le rendre possible, que la production locale pour les produits spéciaux, les produits du BIPV, mais aussi dans le cadre d'une Europe qui veut vraiment faire la transition, a besoin de 250 gigawatts par année, donc il faut réindustrialiser l'Europe. Et finalement, et pour moi c'est important, il faut encore de la recherche, il faut encore du développement, il y a encore des milliers de choses à faire dans le photovoltaïque. And we need many more Edmond Becquerel children. On a besoin de beaucoup de ces enfants d'Henri Becquerel, de nouveaux scientifiques qui vont se donner corps et âme pour développer ces technologies. Merci beaucoup. Merci beaucoup et encore une fois, merci pour la beauté des objets que vous nous avez présentés, notamment sur ces dernières diapositives. Et je vais enchaîner sur une question tout de suite de Mohamed Chérif qui demande justement c'est quoi le secret de la coloration de ces cellules solaires à base de silicium cristallin. Alors, le secret, on ne donne pas trop les secrets, mais il y a différentes manières de faire des images photovoltaïques photographiques. On peut faire des choses maintenant avec le digital ceramic printing, qui va donner des images durables, etc., avec des pertes de rendement acceptables, par contre, avec assez peu de brillance. Alors, moi, je vais laisser à la sagacité de notre auditoire de trouver comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on a fait. D'accord. Bon. Peut-être une deuxième question, je ne sais pas combien de temps on a, mais de Daniel Suchet qui dit que les progrès des modules sont impressionnants, mais qu'il faut aussi inclure dans le bilan global le coût donc économique, énergétique, écologique de l'adaptation du réseau. Oui. Donc, quelles sont d'après vous les solutions qui vous semblent les plus prometteuses dans ce domaine, donc l'adaptation du réseau? Alors, au niveau du coût économique, je l'invite à lire par exemple de nouveau les articles de Breyer sur l'impact de beaucoup de solaire et d'éolien dans le réseau européen. Cet article montre deux choses. Un, qu'on aura besoin de batteries pour stocker l'électricité, entre autres pour éviter les pointes dans le réseau et pour mieux gérer cette électricité. Donc, les batteries vont jouer un rôle très important. Après, quand il fait le bilan total à horizon 2050, photovoltaïque, éolien, batterie et réseau, il arrive à un système de production d'électricité qui est même moins cher que celui que l'on a maintenant. Donc oui, il y a des adaptations à faire, mais les batteries vont permettre de limiter fortement l'adaptation réseau que l'on doit faire parce qu'on peut simplement prendre 100 mégawatts pendant un moment pour décharger le réseau, les récupérer au bon moment. Voilà, donc batterie plus pumped hydro, plus le pompage turbinage, sont pour l'Europe la solution. À très long terme, on pourra encore avoir des buffers avec le power to gas et l'hydrogène, bien sûr. Justement, c'est une question encore de Capucine Tong qui demande qu'en est-il de la production d'hydrogène par le PV dans le mix énergétique de 2050? Alors, oui, on a besoin de beaucoup de PV et de vent parce qu'on va faire une partie de notre énergie, ça va être du power to gas, ça va être de l'hydrogène, par exemple, pour les processus industriels ou pour les transports longue distance, voire même pour l'aviation. Mais ceci est inclus, on va dire, dans les scénarios, le scénario que j'ai montré, mais il y en a beaucoup. On inclut toujours, parce qu'il faut une source d'énergie primaire, la source d'énergie primaire deviendra les nouvelles énergies renouvelables. Avec ça, on fera de l'hydrogène et quand on fera du courant à 1,5 ou 1,3 centimes le kilowattheure, on commence à avoir de l'hydrogène qui est même économiquement intéressant par rapport à l'hydrogène qui est fait à partir de gaz naturel. Très bien. Je pense qu'il est l'heure de clore cette session. Je remercie encore tous les présentateurs et je redonne la parole donc à Géraud. Merci beaucoup. De rien. So thank you very much. It was a wonderful session. We learned a lot of Merci things. infiniment de cette excellente intervention. Nous avons appris beaucoup de choses. Je vous propose une courte pause de 10 minutes
On se retrouve à 3h55 pour un état des lieux du déploiement du photovoltaïque. Merci beaucoup et on se retrouve dans 10 minutes.